Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Rencontre. Il existe des trajectoires qui ressemblent à des lignes de front. Hakima Himish a choisi la sienne très tôt, non par hasard, mais par instinct. Son parcours s'articule autour d'une rupture fondamentale, ce moment précis où le diagnostic médical se mue en conscience politique. Elle a compris que pour soigner les corps, il fallait d'abord guérir la cité de ses silences, l'apaiser et l'éduquer. Le grand tournant de sa vie se dessine en 1988, alors que le monde se ferme face à l'inconnu du virus. Elle décide, elle, d'ouvrir les bras en fondant donc l'association de lutte contre le sida, comme on bâtit un refuge. Elle a fait de la lutte contre le sida le miroir de nos propres humanités. Des salles d'examen de Casablanca aux instances de l'OMS, elle a porté la voix du Maroc avec une exigence qui ne s'est jamais démentie. Elle est la preuve que la science, lorsqu'elle est habitée par le cœur, a le pouvoir de faire reculer les ténèbres de l'ignorance. Elle est cette main tendue qui, depuis des décennies, transforme la fragilité en une force collective. Chaque étape de sa vie a été un pas de plus vers une santé sans frontières et surtout sans jugement. Hakima Himish, c'est un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Merci, plaisir partagé. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci, elle vous incarne un petit peu. Merci d'avoir accepté cette invitation. On va revenir un petit peu sur ce beau parcours qui est le vôtre, les points d'inflexion de ce parcours. Un parcours qui a été retranscrit finalement dans ce livre que je tiens entre les mains, qui vient d'être publié. Donc c'est votre biographie qui est faite, on va dire autobiographie, à travers des entretiens. Voici donc en background l'affiche. Une femme d'action et de conviction, un titre qui vous va bien, j'ai envie de dire. Il a été édité par Yassine Retnani, Carrefour des livres. Et voilà, donc pour commencer, on va d'abord parler de votre enfance. On va parler de l'expérience que vous avez eue au sein de votre famille. Est-ce qu'elle a permis de construire d'une certaine manière la personne que vous êtes aujourd'hui ? Absolument, absolument. Je raconte dans le livre que mon père, l'Arhamo, était très déçu d'avoir une fille. Il avait un garçon, une fille, puis une deuxième fille. Bon, c'était un peu trop, un peu too much. Il attendait un garçon. J'ai hésité à en parler dans le livre, puis je l'ai fait, parce que c'est important de dire qu'à l'époque, on pouvait offrir un enfant à des amis. Et mon père m'a donné à des grands amis à lui qui n'avaient pas d'enfants, sans problème. Je pense jamais il aurait donné un garçon. Et puis de toute façon, autour de moi, toutes les personnes qui ont été adoptées de cette façon, c'était des filles, c'était jamais les garçons. J'ai vécu comme une reine dans cette famille adoptive, avec qui j'ai gardé des relations affective très forte toute ma vie. Et puis, à l'âge de 5 ans, il décide de me récupérer. Non, il faut qu'elle revienne à la maison. Finalement. Et très tôt, j'ai décidé de lui prouver qu'il a eu tort d'être déçu. Et j'y suis arrivée au-delà, vraiment de toute espérance. Il a cru en moi. Il m'a encouragée à faire des études d'abord primaires, secondaires, supérieures. Il était... Par exemple, on habitait dans une dîna de Meknes, en face du tribunal, où une avocate marocaine de confession juive garait sa belle voiture, un beau coupé, je crois, turquoise, et me disait « Britek tkouni bhelha ». Je veux que toi aussi tu aies une profession prestigieuse. Voilà, donc vraiment, j'ai gagné. J'ai gagné la confiance de mon père, l'Arhamo. Maman était très fière de moi, à tel point qu'un jour, on devait aller à un mariage. Je devais aller à un mariage dans une autre ville comme Knès. Je dis, maman, j'ai aucun bijou. Elle dit,
Tu n'as pas besoin. Oh, Voilà. c'est trop mignon. Oui. C'est émouvant. On va essayer de ne pas pleurer aujourd'hui sur ce plateau. Mais en tout cas, une revanche finalement, une victoire. Vous l'avez dit, vous avez gagné cette confiance et puis vous avez réussi finalement à pas vous imposer, mais je ne sais pas quel est le terme que je devrais employer, quelle nuance. Aller au-delà de ce qu'il pouvait attendre même d'un garçon. Je suis celui de ces enfants qui est allé le plus loin dans les études. Une fierté, j'en doute pas, en tout cas j'en suis sûre. Vous dites donc que c'est la déception de votre père qui vous a aussi mené à développer un féminisme précoce, instinctif. Absolument. Donc il est finalement à l'origine un petit peu de Oui. tout. Absolument. Parce que je me souviens très bien, hein, je n'ai pas une excellente mémoire des faits anciens, mais il y en a qui s'incrustent dans la mémoire. Le Walida Rahma voulait absolument que ma sœur et moi, on partage les tâches ménagères, qu'on passe la serpillière dans Riyad, où il faisait froid. Mais j'étais furieuse. J'ai dit, mais pourquoi nous et pas mon frère? Pourquoi seulement les garçons? Et puis, un jour, elle me demande de lui préparer du thé. Je lui prépare du thé exprès à mon grand frère, il est décédé, avec de l'eau tiède. Qu'est-ce que j'ai pas entendu ce jour-là? Mais j'étais contente de moi depuis. Après, on m'a plus demandé de les servir. D'accord. En tout cas, c'est une anecdote amusante. Étant enfant, vous aviez aussi une inspiration, une source d'inspiration, c'était Toulia Chaoui. On retrouve tout cela dans votre livre. Toulia Chaoui qui était pilote à l'âge de 15 ans, grâce au soutien de son père d'ailleurs. Et en 1951, elle est devenue la première femme aviatrice du Maroc. Oui, reçue par feu le roi Mohamed V. Grande figure. J'étais d'une admiration sans borne devant cette jeune fille, toute jeune, qui avait réalisé cet exploit. Et au Maroc, mais aussi dans le monde arabe. Oui, absolument. Et je me suis dit, Hakima, il faut que tu sois la première Marocaine à réaliser des choses. Et ça a été le cas. Donc on va aller un petit peu plus loin, parcours académique. L'objectif, c'était d'obtenir le baccalauréat. Ensuite, vous avez décidé d'aller faire vos études en France. Vous avez choisi la médecine. Et ce que vous écrivez, c'est que vous avez fait exprès de choisir ce qui vous semblait être le parcours le plus difficile. Oui. Donc toujours dans cette Vraiment. manière de vous challenger, d'aller toujours au-delà des attentes. Au début, la médecine n'était pas pour moi un choix humaniste. C'était de faire des études prestigieuses qui, à l'époque, maintenant, je crois qu'il y a plus de femmes que d'hommes médecins au Maroc, ou en tout cas 50%, 50%. À l'époque, nous n'étions pas nombreuses, et donc c'est pour faire mes preuves que j'ai choisi la médecine, effectivement. Est-ce que pendant vos études, il y a eu un cas en particulier, une rencontre, un moment où vous vous êtes dit « je ne serai pas un médecin ordinaire, classique, comme les autres » ? Alors, d'abord, il y a eu l'ambition dans la carrière. Je raconte dans le livre qu'avec Mia Balafrj, feu Mia Balafrj, qui était un brillant médecin interniste qui a exercé au Maroc, qui était à Paris en même temps que moi, j'ai préparé un concours extrêmement difficile. C'est un concours comparable à celui de l'entrée dans les grandes écoles. Et nous l'avons réussi, toutes les deux. Et donc, c'était la première fois que j'étais fidèle à mon engagement d'être la première Marocaine à réaliser quelque chose, puisque nous étions les deux premières femmes à être internes des hôpitaux de Paris. Et il n'y avait que 5 hommes marocains qui avaient ce titre prestigieux. Et ce concours ouvrait la voie à une carrière hospitalière. Pour moi, dans tous les cas, je ne concevais pas la médecine en dehors de l'hôpital. En dehors de l'excellence aussi. Et oui, et de l'hôpital, parce que c'est à l'hôpital qu'il y a les personnes démunies, c'est à l'hôpital qu'il y a le plus de souffrance. Voilà.
Donc, mais c'est vrai que c'est surtout quand j'ai été confrontée à la misère dans nos hôpitaux que là, vraiment, le côté engagé humainement a pris le dessus. Et donc, premier point, enfin, pas le premier, mais l'un des points d'inflexion de votre parcours, c'est 1988, comme je le disais tout à l'heure en introduction, donc l'apparition, on va dire, du virus, dont on ne prononçait même pas le nom à l'époque. En tant que médecin, qu'est-ce qui vous a poussé à aller de l'avant, à vous dire, voilà, ce sont des malades que je vais défendre, ce sont des malades que je vais traiter, et vous leur avez ouvert les bras, finalement, quand tout le monde avait peur? Bon, le premier motif, il est évident. Médecin, infectiologue, j'ai diagnostiqué le premier cas de sida dans une polyclinique de la CNSS à Casablanca en 1986. Mais au-delà, le Maroc a ce qu'on appelle une épidémie concentrée, alors par opposition aux épidémies généralisées en Afrique subsaharienne. Chez nous, ce sont les populations les plus vulnérables, les populations criminalisées, discriminées, qui sont concernées. Ce sont les professionnels du sexe, hommes ou femmes, ce sont les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, ce sont les usagers de drogue. Et là, j'ai été interpellée par l'atteinte à leurs droits. Et ça me venait d'une autre étape, qui est l'étape du militantisme à Paris. J'ai milité dans les partis de gauche à Paris, et c'est là que vraiment j'ai compris, je me suis entièrement engagée dans la défense de la liberté, de l'égalité et des droits humains. Donc pour moi, le motif était politique, il était éthique, en plus d'être médical. Et humain, évidemment. Oui. Et on en revient à ce titre, une femme d'action et de conviction, une femme engagée. Justement, c'est dans ce sens que vous avez créé l'association de lutte contre le sida. Quelles ont été d'abord les réactions et puis les premières difficultés au moment de cette décision et de la mise en action aussi de la décision en question, celle de créer cette association? Je crois qu'il faut... C'était d'autant plus dur qu'il faut situer dans le contexte politique de l'époque, qui était celui de la toute-puissance du ministre de l'Intérieur, Driss Bessri, qui se permettait d'intervenir pour que des articles strictement médicaux ne soient pas publiés. C'est arrivé au CHU de Casablanca. Alors, vous imaginez bien, quand il a vu arriver... Quand ses collaborateurs lui ont dit « On a reçu une demande de création d'une association de lutte contre le sida », il a dit « Il n'en est pas question ». Et donc j'ai essuyé un refus catégorique du ministère de l'Intérieur. Je ne me suis pas découragée. Et notre chance, c'est qu'il y avait à l'époque un wali extrêmement original à Casablanca, très ouvert, mais en même temps capable d'une grande sévérité. Je suis allée le voir. Je lui ai dit, voilà, il y a le sida, il touche des femmes qui exercent le travail du sexe, c'est dangereux, si on ne fait rien, ça va toucher les autres populations. Il me dit, Madame Hemmiche, je sais ce qui se passe dans Casablanca le soir, et on a besoin d'une association comme la vôtre. Donc il a permis la création d'une association en principe casablancaise, mais qui est devenue très vite nationale. Par ailleurs, il n'y avait que 20 cas de sida au Maroc lorsqu'on l'a créée. Même des collègues me disaient, mais enfin arrête, hein, tu as autre chose à faire que de t'engager pour une association de défense d'une maladie où il y a 20 cas. Donc il y avait une incompréhension, mais très vite, on a rencontré des gens remarquables dans tous les domaines, que ce soit celui de la communication, que ce soit au ministère de la Santé. J'ai eu la chance de travailler avec Asman Aqlaï, qui était lui-même un militant de gauche, très sensible à notre cause. On a été vraiment aidés une fois que l'association a été créée. Et puis, très vite,
Sa Majesté nous a, en tant que prince, nous a reconnus, nous a soutenus. Donc voilà. Donc une belle aventure. Vous avez fait face à quelques difficultés, mais vous n'avez pas abandonné et vous avez décidé de continuer jusqu'à ce que ça aboutisse finalement. Donc c'est aussi un message de persévérance que vous envoyez à nos téléspectateurs. Lectrices et spectatrices. Et spectatrices, effectivement. Merci pour cette précision. Justement, parallèlement à la cause de lutte contre le sida, le virus du sida, il y avait d'autres causes pour lesquelles vous avez toujours milité, et c'est l'égalité homme-femme. Oui, alors, vraiment, bon d'abord, je suis arrivée, j'étais dans une ville de province, et je suis arrivée à Paris en mai 68. C'était... la bonne période pour militer. L'explosion du mouvement de libération des femmes, le MLF. Et vraiment, et puis ça résonnait en moi, ce MLF. Et donc, j'étais motivée, comme je vous l'ai dit, à la naissance. J'ai essayé de sensibiliser les camarades à la Maison du Maroc à la lutte pour les droits des femmes. À chaque fois, je m'entendais dire « Hakima, quand on aura les droits en général, ceux des femmes aussi seront appliqués. » Non, non, il faut absolument en parler dès maintenant. Rien à faire, pas question. Donc quand je suis rentrée au Maroc, s'il n'y avait pas eu l'épidémie de sida, je pense que j'aurais rejoint l'une des remarquables associations de lutte pour les droits des femmes que nous avons dans notre pays. Vous en aurez peut-être même créé une, sait-on jamais. Oui, je créais ou je les aurais rejoints parce qu'elles sont absolument remarquables. Donc je ne l'ai pas fait puisqu'il y a la lutte contre le sida. Mais dans le domaine du sida, avec Latefa Imen, ma co-autrice, on s'est justement beaucoup engagé dans la défense des droits des femmes parce qu'elles ont des vulnérabilités qui les exposent à l'infection à VIH. Et on en a tellement parlé qu'avec Latefa, on était considérés comme des expertes au niveau international de femmes et VIH. Au niveau du service, pareil, je me suis battue pour que les femmes qui recevaient un traitement dans la trithérapie, l'un des 3 médicaments qu'elles recevaient était tératogène, pouvait avoir un effet sur l'enfant. Comme vous le savez, malheureusement, l'avortement est interdit dans notre pays. Eh bien, j'ai obtenu qu'elles aient une interruption de grossesse médicalisée avec donc une indication, avec cette indication, mais ça n'avait rien d'évident. D'ailleurs, dès que j'ai quitté le service en 2010, elles n'y ont plus eu droit. Donc voilà, je me suis battue comme j'ai pu. Je me suis aussi battue, je suis membre du Conseil économique et social. Et il y a une femme remarquable, je ne dirai pas son nom parce qu'elle ne veut pas, elle est extrêmement discrète, qui a posé sur la table la question de l'égalité homme-femme. J'ai travaillé, j'étais dans la même commission qu'elle pour travailler sur ce sujet. Nous avons réalisé 3 rapports remarquables. Notre président n'était pas d'accord du tout pour qu'on le traite. Et lorsqu'on a fini, il n'y a eu aucune communication sur ces rapports. Alors que tous les rapports faisaient l'objet d'une présentation au Conseil économique et social, d'articles dans la presse, là, silence radio. Après, il y a eu la commission pour le nouveau modèle de développement. Sa Majesté m'a fait l'honneur de m'y nommer. J'étais donc membre de cette commission et dès les premières réunions, on était en train de faire la liste des thématiques que nous allions traiter. Immédiatement, l'égalité homme-femme. Et on me dit « Mais non, Madame Himij, vous savez, on va en parler dans tous les rapports. » Non, je veux qu'on accorde un rapport, qu'on le traite, ce problème, il mérite. Je l'ai obtenu. Et avec Madame Ritza Lahlo Yarkoubi, qui était présidente de la commission des affaires sociales,
Nous avons fait une dizaine d'auditions. Nous avons reçu notamment notre Madame, j'ai oublié son nom, je commence à oublier des noms, la dame qui est très 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 engagée, qui est très spécialisée. Son nom va me revenir. Et on a fait un rapport qui n'était pas révolutionnaire, mais on demandait quand même que Tsaseb, vous savez bien sûr ce que c'est, que lorsque dans une famille il n'y a que des filles, eh ben c'est l'arrière-cousin, même qui n'a jamais connu le défunt, qui vient hériter la moitié, quitte à sortir l'épouse de sa maison. Le CSMD, le Conseil des droits de l'homme, disait qu'il fallait que Tsaseb soit supprimé. Plusieurs instances le disaient, les associations de droits des femmes. Et en plus, donc je me suis dit, voilà, on va le mettre, on va l'inscrire. On l'a inscrit. Eh bien, le rapport qui a été remis à Sa Majesté a juste dit qu'il fallait une commission avec des ulama, avec la société civile pour discuter des problèmes des femmes. Mais c'est sur Internet, dans le dossier de la CSMD. Merci pour cet exposé. Je parle trop. En tout cas, ça vous tient à cœur, on le sent, votre engagement. Et justement, maintenant, avec le recul, avec votre regard de femme, on va dire, accompli, après avoir réalisé un certain nombre de choses, après avoir été aussi la fierté, fait la fierté de vos parents, de vos frères et sœurs. Quel regard portez-vous, sur votre évolution, si on devait revenir en introspection? Est-ce que vous avez l'impression d'être à votre place et d'avoir accompli ce que vous aviez à faire, cette mission que vous vous êtes donnée? J'aurais la prétention de dire oui, parce que je m'y suis donnée à fond, vraiment. S'il y a des choses qu'on n'a pas obtenues, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Par exemple, on aurait voulu changer plusieurs lois. On n'a pas pu. Mais la pratique, il y a la loi et il y a la pratique de la loi. Les lois, sous notre influence, grâce à nos interventions auprès de ulama, auprès de juges, auprès de la police, parce que tous ces corps, on les a approchés, on a discuté avec eux, on a essayé de les convaincre. Eh bien, par exemple, lorsque, avant, une femme qui est professionnelle du sexe était arrêtée avec un préservatif dans la poche, il était considéré comme une preuve flagrante de prostitution et elle était immédiatement déférée devant la justice. Ça n'est pratiquement plus le cas. Lorsque une personne consommatrice de drogue était prise avec une seringue, pareil, c'était une preuve flagrante. Maintenant, lorsqu'on arrête un usager de drogue, un simple usager, il n'est pas... C'est un malade, c'est une personne qui a besoin de soins, c'est pas un criminel. Eh bien, il est orienté vers une structure de soins et absolument pas vers la justice. Donc, voilà, nous n'avons pas changé les lois. Malheureusement, à mon âge, je pense que je serai partie quand les lois changeront. Mais ça viendra, ça. Le mouvement est lancé, je suis sûre qu'il finira par aboutir. Tout à fait. En tout cas, qu'est-ce qui vous fait encore vibrer aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous inspire encore? Et qu'est-ce qui vous indigne autant que quand vous étiez étudiante? L'injustice, les inégalités hommes-femmes qu'on vit tous les jours. Tous les jours. Il y a eu des progrès, quand même, la réforme d'Amoudouana. Mais on a besoin que le code de la famille change rapidement. C'est en train de se faire aujourd'hui. Ça traîne quand même. Ça traîne. Donc voilà, l'injustice, l'atteinte aux droits humains, ça me révolte toujours autant, quel que soit le domaine où il s'exerce. Est-ce que cette force que vous avez toujours eue, celle de militer, celle d'être engagée, est-ce que d'une certaine manière,
ça ne vous a pas laissé de la place pour être fragile aussi, de montrer votre vulnérabilité? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous aviez des doutes sur les choix que vous avez pris? Est-ce que vous vous êtes dit, qu'est-ce que je fais? Mais c'est n'importe quoi, pourquoi je fais tout ça? Est-ce qu'il y a ces moments? Parce que finalement, on voit souvent le résultat, mais on ne s'arrête pas suffisamment sur les moments de faiblesse, les moments de doute, et ce qui fait que la personne continue tout de même après avoir eu ces moments-là. Écoutez, je crois que ce qui a fait la force de la lutte menée par la LCS, c'est qu'elle ne tenait pas seulement à moi. Très vite, des personnes remarquables de tout horizon ont cru en notre cause et se sont jointes à nous. C'est un travail collectif. Jamais j'aurais pu dire allez, on arrête, on mène pas ce combat. C'était pas possible. Il n'engageait pas que moi, et il engageait des personnes directement concernées. Mais qu'est-ce qui vous a toujours permis d'avancer malgré les difficultés, les moments de doute? Il y a, bon, par pudeur, je n'allais pas le dire, mais je vais le dire. Il y a eu le soutien de mon mari a été vraiment très important. Je raconte dans le livre que mes premières années à l'hôpital, où je travaillais dans des conditions déplorables, où je n'avais pas de médicaments, où je n'avais pas de matériel, je rentrais en pleurant régulièrement à la maison parce que j'avais perdu une patiente par manque de moyens. Eh bien, il m'a aidée. Il a mobilisé tout son réseau professionnel pour aménager un service, pour nous fournir des médicaments, pour nous fournir du matériel. Lorsqu'il y a eu l'assainissement, qui a été un moment très, très, très important aussi dans ma vie, avec feu professeur Benchemsi, nous avons mené un combat à un moment où c'était dangereux de s'opposer au ministre de l'Intérieur, très dangereux. Eh bien, il était lui-même menacé en tant qu'époux de Hakim Hamish. Et il m'a toujours encouragée à poursuivre parce qu'il a le même besoin de justice que moi. C'est sur ces belles paroles et cet hommage que vous rendez à votre mari que se termine cet entretien avec Déjà vous. Oui, ça passe vite, 25 minutes, surtout en votre compagnie. C'est un plaisir d'aller à votre rencontre, vous présenter à nos téléspectateurs, même si je suis téléspectatrice, même si on n'a plus besoin de vous présenter. Merci d'avoir été mon invité, c'était un plaisir. Merci de m'avoir invité et bravo pour vous, pour vos questions et pour votre émission. Merci à vous, Hakima Himish. C'était un plaisir. C'est la fin de Rencontre pour cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine.